Quelles sont les possibilités de penser dans un nouvel type de démocratie qui soit un peu moins représentative, un peu plus participative? Comment tu vois ces types de discussions? Tu as mis le doigt sur le plus important. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on vit dans une crise économique, tout le monde nous en parle, surtout nous, Européens, depuis maintenant plusieurs années, mais la crise économique n'est que l'écran d'une crise que je crois beaucoup plus importante, qui est une crise institutionnelle et effectivement une crise de la démocratie. Nos démocraties sont malades. Pourquoi sont-elles malades? Pour trois raisons. D'abord parce que le débat public disparaît. On ne débat plus. La deuxième raison de la crise de la démocratie, c'est que avec la mondialisation, et nous en Europe avec la construction européenne, on ne décide plus au même niveau où on délibère. C'est-à-dire on délibère encore au niveau national, les élections ont lieu au niveau national, et on décide à un niveau régional, supranational, quelquefois mondial. Il y a, par rapport à l'invention de la démocratie, qui a été la marque de notre 19e siècle, un décalage saisissant entre le lieu où on délibère et le lieu où on décide. La démocratie, c'est la superposition parfaite du lieu de délibération et du lieu de décision. Ceci n'existe plus. Et puis, il y a peut-être une troisième raison plus profonde. Avec l'échec du socialisme dirigiste, c'est-à-dire du marxisme à la soviétique, avec la disparition des grandes idéologies, on a tendance aujourd'hui à considérer que ce qui importe le plus dans la cité, c'est l'économie, et que l'économie peut être érigée en science, ce qui veut dire quelque chose de très grave. Ça veut dire que les techniciens de l'économie sont, au nom de la science et de la raison, en situation maintenant de décider, et que donc le débat politique est quelque chose de nécessairement inférieur aux choix économiques, puisque le débat politique ne relève d'aucun exercice scientifique. Et si on regarde, il y a un document tout à fait extraordinaire qui avait été publié par Bloomberg il y a quelque temps, l'organigramme du MIT. On retrouve tout le monde. C'est-à-dire que cette élite technique qui se réclame et qui cherche sa légitimité dans la science et non dans le choix politique, est formée au MIT et se promène de la Banque centrale européenne, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à Goldman Sachs. C'est-à-dire qu'on voit très bien, d'abord, les lieux de pouvoir. Où se trouve le pouvoir? Et ces institutions que j'ai citées sont toutes déconnectées du suffrage universel, toutes déconnectées de la démocratie. Et on voit le profil qu'il y a derrière tout ça, c'est-à-dire ce néolibéralisme soft, c'est-à-dire qui considère que d'abord et avant tout, il y a des lois du marché, que ces lois du marché sont à la base de la régulation et que le politique n'arrive et n'intervient que comme adjuvant. Alors, plus on entre en crise, plus l'adjuvant est important, bien entendu. Le politique doit agir de façon d'adapter les populations à ce type de décision technique. Le politique sert de relais. Et ce qui sous-entend, en même temps, qu'il n'y a pas de choix économique. C'est-à-dire, il y a une logique économique. Si l'économie est une science, en science, on ne choisit pas entre plusieurs options. Il y a l'option validée par la science qui l'emporte sur les autres. Et l'entêtement que nous avons, notamment en Europe, à nous accrocher à une politique d'austérité, dérive de cette conception, en tout cas est habillé par cette conception. Et voilà probablement pourquoi, bien sûr, nous vivons une crise de la démocratie. Et cette crise de la démocratie, elle va de pair avec une crise institutionnelle. Alors qu'est-ce que c'est la crise institutionnelle? D'abord, c'est l'état d'une institution qui n'est plus validée par la démocratie comme c'était le cas autrefois. Mais c'est surtout le fait, deuxième volet de la crise institutionnelle, que les institutions sont héritées de l'époque des États-nations et ont beaucoup de mal à s'adapter aux besoins d'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, le grand problème de la gouvernance mondiale dont on a tant besoin parce qu'on est en mondialisation, c'est qu'elle n'est
régulé par aucune institution crédible, légitime ni légale. Gardels et Berggruen sont en train d'essayer de chercher la façon de faire une combinaison entre les lois normales de la démocratie telles qu'on la connaît avec certaines instances de seniority ou de méritocratie dans le style chinois, comme une façon de donner plus de stabilité aux sociétés. Ça, c'est un exemple de comment on peut arriver à discuter de différentes choses que peut-être il y a quelques ans auraient pu paraître complètement décentrées de la question principale à cause de la crise qu'il y a en ce moment dans le monde, de la crise de représentativité qui ont les gouvernements qui gagnent une élection et quelques mois plus tard ont descendu complètement leur code d'approbation entre la population et ces types de choses qui sont en train d'apparaître. Il y a deux choses là qui me paraissent effectivement essentielles. D'abord, pourquoi les gouvernements perdent-ils à cette vitesse leur légitimité? Autrefois, un parti ou un candidat était élu sur un programme, c'est-à-dire sur un choix politique. Or, ce qu'on voit depuis un certain temps, et là, la fin des idéologies a joué un rôle important, c'est que les candidats, que ce soit des individus ou des partis, ne se font plus tellement élire sur un programme, mais se font élire sur une image. Donc, lorsqu'il n'y a pas un lien contractuel entre un candidat, un parti et le peuple ne peut plus s'identifier avec la même force et la même sincérité. Donc il se produit quelque chose qui est extrêmement grave, une cassure entre le politique et le social, entre la politique et la société. Mais il y a quelque chose d'autre dont on ne parle jamais, qui est que, il faut bien comprendre qu'avec la mondialisation, avec les techniques modernes de communication, la démocratie et les institutions, d'une façon générale, les institutions politiques nationales, ne peuvent plus fonctionner de la même façon. Parce que la modernité offre à tous les individus une facilité extraordinaire de communication entre eux et de communication aussi vers le haut, c'est-à-dire d'être informé, de pouvoir réagir à telle ou telle décision. Quelle est ton analyse en ce moment des conséquences qu'a eu le printemps arabe? En ce moment, la littérature en relations internationales oscille entre ceux qui défendent l'avantage qui a signifié pour le peuple du Moyen-Orient cette série de révolutions et ceux qui pensent que ça a été complètement inutile. Quelle est ta position? Je crois que le printemps arabe, c'est d'abord l'entrée du monde arabe dans la mondialisation. Le monde arabe a souffert d'un incroyable statut d'exceptionnalité qui a duré des décennies et des décennies. Au moment de la guerre froide, il y avait 3 régions à statut dérogatoire: l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Toutes 3 régions enfermées dans la dictature pour que ces dictatures puissent contribuer à l'ordre international global. Avec la chute du mur, dans le monde arabe, rien n'avait bougé. Le monde arabe est entré dans la mondialisation et est sorti de son état d'exception. Le monde arabe, les régimes arabes n'existaient sur la planète, dans le système international, qu'à titre utilitaire pour les autres. Approvisionner les autres en pétrole, contrôler les flux migratoires, assurer de manière discrète la sécurité d'Israël.
mais on ne se posait jamais la question de savoir si le régime de M. Moubarak, de M. Ben Ali ou de M. Assad était bon ou mauvais pour le peuple arabe. Et la science politique a avancé ce concept diabolique d'autocratie modernisatrice, c'est-à-dire on pardonnera un autocrate dès lors que son rôle est positif, et on a vu que le rôle positif de l'autocrate, ça n'existait pas, ni en Égypte, ni en Tunisie. Et puis, la dictature dans le monde arabe était examinée comme le cholestérol, c'est-à-dire il y avait la bonne dictature et la mauvaise dictature. C'est exactement la même chose. Et le bon dictateur, c'est celui qui allait dans le sens du courant de la diplomatie occidentale. La mauvaise dictature, c'est celle qui le gênait. Tout ça n'était pas sérieux. Et ce que je trouve extraordinaire dans le printemps arabe, c'est que la remise en cause de ces équations assez scandaleuses, quand on y pense, n'est jamais venue du personnel politique, elle est venue du peuple. Elle est venue d'un Mohamed Bouazizi qui, se sentant humilié, a fait le sacrifice de sa vie. On retrouve la chaîne diabolique de la mondialisation, c'est-à-dire humiliation, qui renvoie à violence, qui renvoie à déstabilisation, qui renvoie à remise en cause des ordres politiques. Eh bien, le monde arabe a joué là une carte tellement nouvelle et tellement importante dans les significations qu'elle portait, que même en Occident, on s'est mis à l'imiter. Les indignados en Espagne, qui sont nés dans le sillage, c'est-à-dire quelques mois après le début du printemps arabe, représentent ce phénomène. Le principal message du printemps arabe, c'est karama. Karama, c'est-à-dire la dignité. C'est la révolution contre l'humiliation, c'est la révolution de la dignité. On t'a écouté parler quelquefois sur une globalisation de droite et une globalisation de gauche. Pourquoi tu ne nous expliques pas comment c'est ça? Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de débat sur la mondialisation. Le débat qui se fait à propos de la mondialisation, c'est doit-elle exister ou doit-elle être supprimée? On ne peut pas supprimer la mondialisation. La vraie question, c'est quel type de mondialisation? Je suis très attaché au fait que pour moi, la mondialisation, elle n'est rien. Elle est ce que les hommes et les femmes de ce monde en font. C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation de droite et une mondialisation de gauche. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que la chute du bloc soviétique, la fin des idéologies, ont en quelque sorte donné l'illusion d'un champ libre au néolibéralisme. Et on a considéré que la mondialisation était synonyme de néolibéralisme et qu'elle ne pouvait être que néolibérale. C'est entièrement faux. On peut concevoir une mondialisation gouvernée, comme on peut concevoir une mondialisation qui est laissée entre les mains du marché. Si la moitié du monde est pour une mondialisation de droite et l'autre moitié du monde est pour une mondialisation de gauche, là, la gouvernance mondiale sera très difficile. Et la régionalisation, la continentalisation, les intégrations à l'estyle de l'intégration qu'on est en train d'essayer dans l'Amérique du Sud, au commencement avec le Mercosur et après avec l'UNASUR, ne sera peut-être celui-ci le chemin de la globalisation de gauche? Alors, malgré que, en même temps, il y a une autre question qu'on pourrait poser en même temps et faire une combinaison pour ta réponse, que c'est que si la fortification des États nationaux qu'il y a en ce moment après l'étape néolibérale qu'on a vécue dans les années 90, si cette fortification de l'État n'est pas, si c'est un avantage ou c'est un où elle fait plus compliqué
le processus de régionalisation et d'organisation du sous-continent? Jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, la réponse semblait évidente. C'est-à-dire que la régionalisation serait la mondialisation du possible et permettrait effectivement cette régulation progressive d'un marché devenu mondial, mais pas seulement d'un marché, d'une société devenue mondiale. Et puis, il y a eu la grande crise. Depuis 2004, non seulement l'Europe est bloquée, non seulement l'Europe stagne, mais l'Europe s'est inversée. C'est-à-dire l'Europe est devenue une machine à fabriquer des nationalismes. Ce retour de l'État-nation, qui est plus exactement le retour du nationalisme, vient en quelque sorte perturber la belle efficience de ce nouvel instrument de régulation qu'était la construction régionale. Mais je reste pourtant convaincu que pour sortir de toutes ces crises que nous vivons actuellement, il faut prendre une voie institutionnelle. Mais je disais que le multilatéralisme global devait être animé, et je pense pour la même raison que le multilatéralisme doit être aussi ranimé, parce que, comme tu le suggérais dans ta question, le multilatéralisme régional, c'est la seule chance de dépasser la contradiction que je notais tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin de donner un corps idéologique et politique à la mondialisation, et donc de trouver un consensus politique entre ceux qui l'animent. Il y a plus de chances de trouver un consensus au niveau régional qu'au niveau mondial. Une chose qui nous attire l'attention, c'est qu'il est en train de se développer un certain nationalisme de droite ou d'extrême droite, même dans certains cas racistes, tout ça. Une question, ça serait, est-ce que ça peut se développer? La question n'est plus de savoir si ça peut se développer, la question est de savoir jusqu'où ça va aller, parce que c'est déjà très développé. Le processus, il est en marche. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Le scénario le plus favorable, ce serait la régression de la crise, qui, en quelque sorte, retirerait à ces partis l'essentiel de leurs ressources. Bertrand, comme toujours, t'avoir en Argentine, c'est un honneur, et ça a été un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup. Moi, je me sens de plus en plus argentin depuis que je suis professeur honoraire à l'UNTREF, donc voilà, je reviens toujours avec grand plaisir. On t'attend toujours ici.